La base de combat de Khe Sanh était située dans la région de Khe Sanh, au nord-ouest de la province de Quang Tri, une province côtière du Sud-Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Fin janvier 1968, l'armée populaire communiste du Nord-Vietnam a orchestré un bombardement brutal sur les États-Unis. Base, amenant les Marines américains stationnés là-bas à riposter. S'ensuivit l'une des batailles les plus atroces de la guerre du Vietnam. Bienvenue à Guerre du Monde. L'existence de la base de combat de Khe Sanh remonte à 1962, lorsque les forces spéciales de l'armée américaine ont construit un camp avec un aérodrome à environ 14 miles au sud de la zone démilitarisée, ou zone démilitarisée, entre le nord et le sud du Vietnam. Khe Sanh a servi de base pour les groupes de défense irréguliers civils, chargés de surveiller l'armée populaire du Vietnam, ou l'armée populaire du Vietnam et leur infiltration le long de la frontière, afin qu'ils puissent protéger les citoyens locaux. En 1966, les Marines américains ont été déployés pour encercler la zone. Cet ordre venait du général William Westmoreland, le commandant américain au Vietnam, qui avait remarqué que la base était positionnée de telle manière qu'elle pouvait, je cite, servir de base de patrouille pour bloquer l'infiltration ennemie depuis le Laos, une base pour des opérations de harcèlement de l'ennemi au Laos, une piste d'atterrissage pour la reconnaissance pour surveiller la piste Ho Chi Minh, une ancre occidentale pour les défenses au sud de la zone démilitarisée et un point de départ éventuel pour des opérations terrestres pour couper la piste Ho Chi Minh. Fin de citation. D'ici 1966, Westmoreland avait commencé à considérer Khe Sanh comme faisant partie d'une stratégie plus large et le considérait comme un avant-poste important qui devait être protégé. En 1967, le camp a été étendu pour servir les Marines ainsi que les forces spéciales. Plus tard, à l'automne, il a été découvert que le peuple de l'armée du Vietnam du Nord grandissait et se renforçait dans la région. Et Westmoreland a rapidement commencé à soupçonner que Khe Sanh deviendrait bientôt une cible de l'ennemi, dans le cadre de son plan plus large pour saisir les régions les plus septentrionales du Sud-Vietnam. Le peuple de l'armée du Vietnam du Nord espérait probablement qu'une attaque sur le poste avancé aurait les mêmes résultats que leur assaut de 1954 contre les troupes coloniales françaises lors de la bataille de Dien Bien Phu. Les Marines avaient essayé d'avertir Westmoreland que rester à Khe Sanh était une mauvaise idée. Entre le terrain difficile, le temps pluvieux et les lignes d'approvisionnement courtes, les Marines soupçonnaient que l'attente d'une attaque du peuple de l'armée du Vietnam du Nord était un piège mortel. Westmoreland, cependant, n'était pas convaincu. Il espérait que, effectivement, le peuple de l'armée du Vietnam du Nord agirait de la même manière qu'il l'avait fait pendant la bataille de Dien Bien Phu. Il espérait les attirer à découvert pour que les États-Unis puissent agir, puissent faire appel à leur soutien aérien pour éliminer autant de troupes que possible, les réduisant à un nombre plus gérable qui les forcerait à négocier. Dans le cadre du plan de Westmoreland, baptisé Opération Écosse, il a amené plus de troupes de sorte que 6000 marines étaient maintenant stationnées là-bas. Il a également rassemblé de nombreuses munitions et rénové la piste d'atterrissage de Khe Sanh, tout cela en préparation de l'attaque à venir. L'attaque est finalement arrivée le 21 janvier 1968. Elle a commencé soudainement, mais a été longue et éprouvante avec le peuple de l'armée du Vietnam du Nord qui a commencé un bombardement d'artillerie massif du poste avancé, détruisant 90% des obus d'artillerie et de mortiers de la base dans les premiers jours de l'assaut. Malgré les risques énormes pour les 6000 Marines restants, le président Lyndon B. Johnson a soutenu le plan de Westmoreland, et il a insisté pour que la base soit tenue à tout prix. Au cours des 77 jours de bataille à venir, les Marines à Khe Sanh ont été soumis à un feu d'armes intense de divers armements, y compris des tirs de mortiers et de roquettes, et ont également été soumis à de nombreuses attaques au sol. La base serait bientôt isolée des transports terrestres avec les États-Unis. L'Institut naval note que les Marines n'ont survécu que grâce à des méthodes inventives pour renforcer et ravitailler la base et ses avant-postes par voie Yokodi-Tideko, terme aérienne. Des documents classifiés aujourd'hui montrent qu'en réponse à l'assaut du 21 janvier sur Khe Sanh, Westmoreland a envisagé d'utiliser des armes nucléaires, mais cette idée a été plus tard écartée en raison des conditions de terrain uniques au Sud-Vietnam qui auraient réduit l'efficacité des armes nucléaires tactiques. L'ancien secrétaire à la défense américain, Robert McNamara, a écrit au président, je cite, « En raison du terrain
et d'autres conditions particulières à nos opérations au Sud-Vietnam, il est inconcevable que l'utilisation d'armes nucléaires y soit recommandée contre les forces Viet Cong, nord-vietnamiennes ou autres. Cependant, alors que les politiciens, les commandants et d'autres hauts responsables militaires concentraient leur énergie et leurs ressources sur la bataille, ils ont commencé à ignorer les villes environnantes, au Sud-Vietnam, où les plans et idéaux communistes se renforçaient. Le 31 janvier, 10 jours après le début de l'assaut sur Khe Sanh, environ 70 000 forces nord-vietnamiennes et Viet Cong ont déclenché une série d'attaques coordonnées sur environ 120 villes et villages sud-vietnamiens. Le plan pour l'assaut, connu sous le nom d'offensive du Tet, car il a eu lieu lors du Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Tet, était l'idée du commandant militaire nord-vietnamien, le général Vo Nguyen Giap. Il a choisi le 31 janvier pour frapper car c'était un jour où le nord et le sud appelleraient une trêve temporaire, laissant le sud vulnérable. Vo visait à briser l'impasse dans le pays et à créer une division entre le Sud-Vietnam et les États-Unis, brisant leur alliance et amenant les États-Unis à retirer leur défense du Sud-Vietnam. En préparation de son plan, Vo a fait lancer plusieurs attaques par le peuple de l'armée du Vietnam du Nord à la fin de 1967 et au début de 1968, Khe Sanh étant l'une des cibles choisies. L'idée était de détourner l'attention des États-Unis de l'offensive du Tet afin qu'ils n'interfèrent pas avec celle-ci. 13 villes ont été attaquées par les forces du Viet Cong dans le centre du Sud-Vietnam le 30 janvier, et le jour suivant, ils ont continué à attaquer diverses villes et villages, des bâtiments gouvernementaux et des bases militaires. Bien que les rapports médiatiques comparent la bataille de Khe Sanh à celle de Dien Bien Phu, en réalité, les forces américaines et sud-vietnamiennes étaient dans une bien meilleure position que les Français, lors de l'infâme assaut de 1954. En plus d'avoir accès à des hélicoptères, qui pouvaient réapprovisionner leur stock, les avions de chasse B-52 capables de bombardements lourds ont également été d'une grande aide dans la bataille. Les troupes à Khe Sanh ont forcé le peuple de l'armée du Vietnam du Nord à faire face à 100 000 tonnes de bombes et à près de 160 obus d'artillerie. La Agence centrale de renseignement a estimé que le nombre moyen de troupes ennemies arrivant à Khe Sanh variait de 190 à 380 par jour, ce qui signifie que jusqu'à 44 000 membres du peuple de l'armée du Vietnam du Nord auraient pu participer à la bataille. Au début d'avril, des renforts de l'armée américaine et des Marines, accompagnés de membres de l'armée de la République du Vietnam, l'armée de la République du Vietnam, sont arrivés pour briser le siège. Les responsables américains s'attendaient à une attaque beaucoup plus grande de la part des Nord-Vietnamiens, mais elle n'est jamais venue, ce qui a conduit Westmoreland à ordonner la fin de la bataille. Les généraux des Marines et de l'armée ont ensuite demandé à Westmoreland d'abandonner la base sans délai. Cependant, il a refusé les demandes et a ordonné que l'armée reste présente à Khe Sanh et continue les opérations dans la région indéfiniment. À la mi-avril, des Marines patrouillant sur une pente de la colline 689 ont été embuscadés et attaqués par le peuple de l'armée du Vietnam du Nord, blessant et tuant de nombreux soldats. Les Marines ont riposté, mais ont finalement été contraints de se retirer, laissant les corps d'environ 30 de leur tomber. Les restes ont été récupérés plus d'une semaine après. Mais les problèmes à Khe Sanh n'étaient toujours pas terminés. Le mois suivant, les forces du peuple de l'armée du Vietnam du Nord, armées d'artillerie lourde, se sont arrêtées tôt à moins d'1 mile de la base et ont tenté de la capturer. Cependant, ils ont rencontré une forte résistance des Marines sur place et n'ont pu sécuriser l'avant-poste. Malgré le fait que Westmoreland avait tort, avec son insistance que Quezon était important étant incorrect, car l'assaut sur la base n'était guère plus qu'une distraction. Il a continué à défendre sa décision que Khe Sanh était un avant-poste important qui devait être protégé. Il a par la suite affirmé que le siège de 77 jours avec le peuple de l'armée du Vietnam du Nord était une victoire et que les États-Unis avaient réussi à empêcher le Nord-Vietnam de prendre le contrôle du coin nord-ouest du Sud. Il a ajouté qu'ils avaient causé de lourdes pertes aux forces du peuple de l'armée du Vietnam du Nord. Selon des rapports ultérieurs, principalement des livres couvrant le siège et les actions de Westmoreland, il a insisté pendant des mois sur le fait que l'offensive du Tet était une distraction plutôt que l'inverse, et était prétendument si intense à s'en tenir à son plan pendant le siège qu'il a menacé de démissionner si ses souhaits n'étaient pas obéis. Westmoreland a été promu chef d'état-major de l'armée en juin de cette année-là. Son remplaçant, le général Creighton Abrams,
a ordonné l'évacuation et la destruction de la base, mais cela prendrait plusieurs semaines, ce qui signifie que les Marines devaient rester pour pouvoir tenir le peuple de l'armée du Vietnam du Nord à distance entre-temps. Le 5 juillet 1968, un peloton de Marines est allé récupérer les corps de 8 soldats tombés sur la colline 689. Les Marines des collines 689 et 881 devaient être évacués par hélicoptère plus tôt, mais une embuscade ennemie a causé d'autres pertes américaines, selon les rapports. Morts. Mais quand le peloton est arrivé sur la colline, la situation s'est vite détériorée. Des membres du peuple de l'armée du Vietnam du Nord attendaient dans des bunkers cachés et des trous d'araignées. Les corps gisaient au centre comme des appâts, piégeant les Marines. Alors que les hommes tentèrent de récupérer les corps, certains ont été tués et d'autres blessés. Le jour s'est rapidement assombri, et les Marines ont compris qu'ils devraient abandonner d'autres corps. Le jour suivant, le lieutenant-colonel Archie Van Winkle, commandant du 1er bataillon, 1er Marines, a ordonné que le reste du groupe soit évacué par les airs jusqu'à la colline 689 pour gérer la situation. La nuit suivante, des centaines de soldats du peuple de l'armée du Vietnam du Nord se sont approchés des Marines, les appelant en anglais et feignant d'être des membres blessés de leur propre groupe. Les Russes les ont laissés s'approcher des troupes américaines avant de se lancer dans les tranchées des Marines. Et bien que leur plan ait submergé les troupes américaines, les Marines ont réussi à renverser la situation, contre-attaquant et reprenant leur position. Les corps sont restés inaccessibles alors que le peuple de l'armée du Vietnam du Nord et les Marines se retrouvèrent dans une impasse. Le 8 juillet, le major général Ray Davis a rencontré Van Winkle pour discuter du sort des restes. Un employé de Davis se rappelle. « Je me souviens de l'expression sur le visage des troupes. Ils avaient tenté sans succès de ramener les corps, et chaque fois, ils étaient embuscadés par le MVA qui avait repéré les restes. Je pouvais dire que les Marines ne voulaient pas retourner là-bas. C'était douloureux à regarder. » Cependant, le lendemain, les États-Unis ont réussi à ramener tous les corps à la maison, à l'exception de 2, après avoir utilisé un feu coordonné de diverses armes, tandis que des équipes de 2 hommes, appelées équipes de voleurs de corps, camouflées avec de la peinture noire et portant des sacs mortuaires, se sont déplacés pour prendre les corps un à un. La mission a été accomplie en 30 minutes, sans autre perte de vie. Les dernières Marines ont quitté la colline le 12 juillet. Bien que Westmoreland ait été célébré après son séjour au Vietnam, on ne pouvait pas en dire autant de ses pairs. Le 31 mars 1968 tard, le président Lyndon B. Johnson a annoncé qu'il mettait fin à la majorité des attaques au nord du Vietnam et ouvrait des négociations de paix. Il a également retiré sa candidature à la réélection. Son approbation tout au long de son mandat avait diminué, et même le public était devenu frustré par les décisions qu'il avait prises pendant la guerre du Vietnam, l'offensive du Tet étant particulièrement nuisible à son image publique, car elle a enflammé les États-Unis. Mouvement anti-guerre. Après avoir quitté la politique, Johnson s'est retiré dans son ranch et est mort en 1973. La bataille de Khe Sanh est toujours considérée comme controversée à ce jour, de sa gestion par Westmoreland aux raisons de l'attaque du peuple de l'armée du Vietnam du Nord. Beaucoup estiment qu'il reste des questions sans réponse et des critiques largement ignorées par le gouvernement. Après la fin du siège de 77 jours, le Washington Star a examiné la bataille avec une perspective beaucoup plus patriotique et positive, écrivant, je cite, « Il est certain que Khe Sanh sera un sujet de controverse pendant longtemps, mais cela est indiscutable. Elle a gagné une grande place dans l'histoire de la guerre du Vietnam comme un exemple inspirant de la valeur américaine et alliée. Un jour, en fait, la victoire sur le siège pourrait être jugée comme un tournant décisif qui a finalement convaincu l'ennemi qu'il ne pouvait pas gagner.